la pêche. C'est ce qui était prévu normalement. Ah non, c'était Razia Arnaud. Ah oui, c'est ce qui. Razia m'a dit. Alors, avec un peu de chance, vous allez pouvoir vous exprimer directement et je n'aurai même pas besoin de porter votre parole. Sinon, je la porterai fidèlement. Ne vous mettez pas de soucis. Merci. Donc, Razia, à toi tout de suite. Merci, Madame la Présidente. C'est donc un projet, une proposition de résolution qui vous a déjà été présentée il y a maintenant 3 semaines. Oui. Ce projet de résolution, suite au débat que nous avons eu et reprenant d'ailleurs la quasi-totalité des contributions qui visaient soit, dans un premier temps, pour ce qui concerne la forme, à rectifier un certain nombre de choses, notamment sur, vous savez, la dualité président de commission, président de conseil, ECOFIN, ce qui a été fait dans le texte, soit sur le fond et dans cette vocation qui avait été d'ailleurs soulignée par mon collègue Christophe Caresche, qui visait à obtenir les mêmes résultats sans pour autant apparaître dans la tonalité qui délivrait quand même beaucoup de fonds aussi par ailleurs, vindicatif ou satisfait de nous-mêmes alors que nous étions là dans l'exigence. Nous demandons donc à la Commission européenne d'engager une réflexion sur l'impact des fluctuations des taux, puisqu'aujourd'hui c'est le président de la Banque Centrale Européenne lui-même qui s'exprime sur le sujet, c'est le rapport gallois, c'est toute l'OCDE, le FMI, dans son avant-dernier rapport, qui revient sur cette politique de taux, sans pour autant aller jusqu'à la critiquer pour ce qui concerne la neutralité objective de ce qu'est aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Nous demandons au Conseil européen, le Parlement européen et à la Commission européenne que l'on puisse débattre très clairement du rôle des différentes institutions dans le cadre de la définition de cette politique, parce que nous avons certes les traités, nous avons une interprétation de ces derniers, et puis nous avons récemment, à l'aune d'un débat qui redevient, à juste titre d'ailleurs, d'actualité, des expressions à travers les auditions qui ont été menées au Parlement européen qui peuvent apparaître contradictoires. Notamment de la part, je le dis pour que ce soit évidemment versé au débat, c'est de manière un petit peu contournée évoquée ici dans la résolution, mais notamment l'expression du président du Conseil qui avait évoqué il y a maintenant 2 mois lors de son audition au Parlement européen qu'il n'avait aucun rôle à jouer, que d'ailleurs les traités l'en empêchaient, ce qui n'est pas du tout juste, ce qui est même totalement faux. Et puis, cette demande-là est explicitement soulignée dans le point numéro 3 pour que nous puissions inscrire la question de la stratégie de la stabilité du taux de change de l'euro à l'ordre du jour des travaux du Conseil européen et du Conseil de l'Union. Évidemment, nous aurons vocation ensuite en séance à porter cette exigence-là, cette revendication. Je voudrais à ce titre souligner ce travail que nous menons collectivement, notamment pour ce qui est du dernier épisode. Je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais en tout cas sur, vous savez, la réciprocité sur les marchés publics. Et je trouve que la Commission, tant en travail dans cette pièce que dans l'hémicycle, porte, je crois, un certain nombre de contributions qui aident, pas seulement l'exécutif, mais tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nous avons bien plus qu'une Europe ouverte, une Europe offerte. Et que la France, dans cette Europe qui peut apparaître souvent comme offerte plus qu'ouverte, elle ne doit pas être naïve. Voilà, donc en n'oubliant rien de ce que sont les exigences de rigueur, en tout cas de sérieux, la mondialisation, l'ouverture des échanges, le fait qu'on ne puisse pas simplement opiner du chef en donnant des coups de menton pour obtenir ce que nous voulons. Il y a quand même la nécessité d'affirmer une voix. Et je crois que notre commission fait ce travail-là, et c'est pour ça que je vous appelle aussi. Et je crois que c'était plutôt bien engagé par rapport au débat que nous avions eu et au regard des corrections apportées, voter cette proposition de résolution. Merci bien. Alors, je pense qu'il y a quelques commentaires. Pierre Lequillet a levé le doigt. Jacques Miard aussi, je suppose. On va voir les... Je l'avais indiqué la semaine dernière, l'UMP, dans sa majorité, s'abstiendra. On avait des problèmes de forme, et je crois qu'ils étaient justifiés, et puisque vous en avez tenu compte et je vous en remercie. Il y a aussi des problèmes de fond, comme j'ai indiqué aussi la semaine dernière. Je crois que, d'abord, pour être clair, le Conseil européen, le gouvernement est tout à fait habilité à le saisir lui-même. C'est même la voie normale de la saisine, c'est que ce soit le gouvernement
français qui saisissent le Conseil européen. Donc, mais cela dit, bon, on peut considérer que la Commission peut avoir un avis sur la question, mais cet avis, à mon avis, il est plus adressé au gouvernement qu'au Conseil européen lui-même. Et puis, je dois dire que je considère que il faut faire attention avec ces problèmes de change. On part du postulat que un euro faible est avantageux pour les exportations françaises. Je dois dire, je me souviens de la brillante déclaration de M. Savary, que j'approuvais presque dans sa totalité, où il indiquait que c'était assez franco-français comme réaction et qu'il n'était pas du tout évident qu'après une dévaluation, on ait une montée, un redressement des exportations. Et il citait les 4 dévaluations, me semble-t-il, qui avaient eu lieu sous François Mitterrand notamment, et où on s'était retrouvé avec une balance qui était plutôt encore plus déficitaire après la dévaluation. Et c'est vrai que bon, bah, ça renchérit les importations, et donc on n'est pas du tout certain de cet effet positif. Deuxièmement, il faut quand même voir la situation, c'est que c'est pas le Conseil européen qui s'y oppose, c'est clairement l'Allemagne. L'Allemagne s'y oppose. Pourquoi ? Parce que c'est la preuve que même avec un euro fort, l'Allemagne sort un excédent commercial de 180 milliards, me semble-t-il, d'euros. Et donc, voilà, donc c'est pas qu'on soit contre, mais compte tenu de ces considérations, nous nous abstiendrons. Jacques Miard. Bien. On est au cœur du problème. Non, mais attends. Moi, je parle en mon nom. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je n'ai jamais été cloné. Jusqu'à nouvel ordre. Bien. Bon, alors, je me félicite Pierre, que cette question... Pardon. Je me félicite que cette question vienne enfin en discussion. Ça, c'est déjà un premier pas. Et à vouloir jouer la politique de l'autruche, je crois que personne n'y gagnera. Bien au contraire, la situation va empirer. Je voudrais simplement rappeler à mes collègues que lorsque vous prenez les documents du ministère des Finances, dans notamment les annexes sur la politique pluriannuelle budgétaire envoyée à Bruxelles, régulièrement, de mémoire, ça doit être aux pages 28, vous avez un tableau chaque année qui vous dit, lorsque l'euro prend 10% par rapport notamment au dollar ou au yen, l'impact sur le PIB de la France, c'est moins 0,6 la première année, moins 1,2 la deuxième année, et ça monte en puissance derrière. Donc croire que ça n'a aucun impact aujourd'hui sur les problèmes de chômage, c'est illusoire. Une monnaie est un instrument, elle doit être adaptée à l'économie. Quand on vient nous dire que l'Allemagne, effectivement, dégage des surplus avec un euro à 1,30, 1,40, elle pourrait même être à 1,70. Lorsque j'étais en poste à Berlin, j'ai connu un mark qui faisait 1,80 $. Et l'Allemagne avait encore des surplus. Donc en réalité, le problème, comparé un marchand de canons à la puissance économique française, c'est pas du tout, je dirais, de la vérité économique. Donc il est important, parce que c'est pas parce que M. Trichet a déclaré un jour l'euro c'est moi qu'on va suivre M. Trichet. Il est clair que c'est au Conseil européen d'arrêter justement la politique de change. C'est dans sa mission. Il l'a toujours refusé de le faire. Je ne sais pas pourquoi, au nom d'un dogme qui serait l'indépendance véritablement autiste de la BCE. Donc, je me félicite, bien évidemment, et j'approuve cette résolution. Moi, je serais allé même plus loin, car il faudrait presque un quatrièmement. Je le laisse à votre sagacité, je ne vais pas en faire un élément contraire. Mais il faudrait qu'une fois qu'il y a eu toutes les consultations que vous avez au point 1, 2 et 3, eh bien, le Conseil prenne ses responsabilités de manière qu'il fasse adopter
effectivement un taux de change vis-à-vis du yen et du dollar qui permette la croissance dans tous les États de la zone, pour réduire le taux de chômage. À défaut, je peux vous dire que cet euro est une machine infernale et qui va désunir l'Europe et qui va créer la zizanie en Europe. Voilà ce que je voulais vous dire, mais qu'on vienne me pas parler des surplus allemands, parce que les surplus allemands montrent à l'évidence que la monnaie est inadaptée. Si nous avons dans le système monétaire international aujourd'hui la Chine d'une part, l'Allemagne d'autre part, qui accumulent à longueur de temps des surplus commerciaux, c'est qu'il y a un problème d'ajustement monétaire qui ne se fait pas. Donc c'est ça le point majeur, et le reste c'est de la littérature. Alors, oui, merci. Comme il y a merci, Monsieur Miard. Il y a encore Chantal Guittet, mais comme c'est une proposition d'un quatrièmement, et Christophe Caresche va intervenir, parce que si la majorité ici est d'accord pour l'intégrer, on peut très bien, puisqu'apparemment le rapporteur en serait d'accord, l'intégrer à leur proposition. Hein. Donc, Chantal Guittet et Christophe Caresche. Oui, alors moi j'étais pas là la première fois que notre rapporteur a présenté, parce que j'étais à Moscou, donc j'ai pas pu suivre le débat. Je voulais savoir quelles étaient brièvement les améliorations par rapport au texte précédent qui avait été apporté, si c'était possible pour bien comprendre le débat. Et après, moi j'approuve la proposition d'améliorer le texte, effectivement, si on peut essayer de faire en sorte que le taux de change ne serve pas de variable d'ajustement, notamment pour le chômage, ça serait quelque chose de parfait. Christophe Caresche. Bon, on a eu la discussion la dernière fois. Les questions qui ont été soulevées étaient plus de forme qu'autre chose. Hein. Ouais. Je rappelle d'ailleurs que le président de la République a évoqué très clairement cette question lors de son discours au Parlement européen. Il a été extrêmement net et clair sur ce point. Et donc, nous allons évidemment voter cette résolution sans difficulté. Alors, juste pour répondre... oui. De dire quelque chose que Monsieur Savary, puisqu'il est arrivé, avait dit lors de sa déclaration et que j'approuve, c'est que l'effort de compétitivité, il est d'abord à faire par nous-mêmes. Hein, et que je ne souhaite pas que l'Europe soit un bouc émissaire dans cette affaire et qu'on s'exonère des efforts de compétitivité qu'il faut faire par nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est l'un des motifs de mon abstention. Merci. Alors, Razia Madi va répondre et on va regarder si on peut faire ce fameux quatrième point ou pas en plus. Hein. Oui, alors, ouais, oui. Rapidement, c'était simplement dire, enfin, en ce qui me concerne et pour le groupe de RDP, nous on votera en l'état C'est bien ça la question. Hein, donc. Brièvement, Monsieur Lequillet, moi je crois qu'il est très important à ce stade, puisque c'est une des premières fois, je crois, que nous portons le débat sur la table, de ne pas faire une confusion majeure, qui est la suivante, qui n'est peut-être pas celle que vous faites, mais celle que vous redoutez, mais que vous redoutez tellement que l'on finit par croire que c'est ce que vous avez compris. Il n'y a pas de dévaluation compétitive comme objectif fixé à ce texte. Personne ne dit, ni à l'oral et encore moins à l'écrit, que nous pensons que l'efficacité ou le gain de compétitivité doit se faire au travers de la dévaluation. Ce que nous disons, c'est que la volatilité du taux est en elle-même un sujet. En plus ou au moins. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'institutions internationales, non des moindres, qui évoquent un taux, en tout cas, de variabilité qui devrait être entre 0,8 et 1,6 grand maximum. Nous sommes à 100% des deux bornes, pour les deux bornes, dans des écarts équivalents. Je rappelle aussi que le taux d'élasticité des exportations françaises comparé à l'Allemagne est 4 fois supérieur en fonction de l'évolution du taux de change. Ça n'est pas neutre, en plus ou en moins. Qu'à un moment, si
l'ordre de référence doit être la production industrielle à l'exportation de l'Allemagne, l'objectif n'est pas non plus de cibler du bout du doigt l'Allemagne. Mais comme vous le disiez justement, vous savez toutes les procédures qui existent, notamment sur les questions européennes en Allemagne du fait des institutions, où il est nécessaire à chaque fois de passer devant le Parlement. Eh bien, disons qu'après que le 27 avril 2005, le 17 mai 2006, et puis lors de la dernière élection présidentielle, pour ce qui concerne Nicolas Sarkozy, et il y a quelques semaines, comme l'a rappelé M. Karech, après que ces deux hommes-là, président de la République, tour à tour, ont porté cette exigence d'avoir de la politique dans la politique de change, eh bien, qu'il est de notre rôle, nous, en tant que parlementaires, ni de dire que la dévaluation compétitive est l'horizon de la productivité, ni de dire que c'est de la faute à l'Allemagne, ni de dire que c'est à cause des uns et des autres, et je réponds à notre collègue Guité en disant que ce que nous avons enlevé du texte, c'était les considérants qui considéraient que le Conseil n'avait pas à se défausser de ses responsabilités et que nous n'avions pas dans ce texte à cibler la Commission comme nous le faisions dans la version première, et je pense que c'est quelque chose d'utile et de plus efficace encore, qui doit, je crois, être partagé par tous. Alors, je terminerai juste sur le quatrième point. Le quatrième point, il était plus ou moins présent lors de la première présentation. Moi, je pense qu'on peut, tout en préservant les positions de chacun, si jamais cela doit amener au changement de la position des uns ou des autres, on ne pourra pas le retenir, c'est de dire que, in fine, après les 3 points, nous souhaiterions que le Conseil puisse fixer un débat à l'ordre du jour sur quel peut être le bon taux de change. Puisque aujourd'hui, à travers l'ensemble du monde, à travers l'ensemble des institutions, on considère que la volatilité de ce taux de change est négative, elle est nocive et elle nécessite une maîtrise. Alors, s'il y a des désaccords sur ce quatrième point, vu que c'est la deuxième fois qu'on revient, on ne le mettra pas. Mais si tout le monde est d'accord, sachant que moi j'y suis favorable, j'en serais heureux, ça musclerait en effet le texte et ça lui donnerait une perspective qui me semble efficace, y compris à l'extérieur de ces enceintes. Je vous remercie. Merci de ces explications. Oui, Gilles Savary. Oui, bon, moi je voterai le texte de Ramsey parce que bon, c'est un sujet qui est quand même aujourd'hui au cœur de l'actualité. C'est dommage qu'on ne puisse pas s'adresser au G20 entre nous. Mais oui, mais c'est ça. Parce que le foirail, il est à côté de l'Europe, quoi. Et ça devient, on est rentré dans une période qui est une période qui nous rappelle celle d'avant l'euro, où un coup c'était l'Italie qui faisait sa dévaluation compétitive, mettant la France en difficulté, un autre coup c'était l'Espagne, et là maintenant on est quand même dans une totale dérégulation du système monétaire international, c'est-à-dire que jamais il n'a été aussi instable que depuis les périodes des années fin 70. La seule période d'instabilité qu'on aura connue, c'est Bretton Woods 1971, quand les Américains ont décrété. Voilà. Et puis la seconde, ça a été les dernières années de l'euro, les 15 premières années de l'euro, et puis voilà où on en est. Donc je pense que la situation est alarmante. Je pense qu'il est intéressant d'interpeller le Conseil, parce qu'effectivement, le Conseil n'a jamais utilisé cette prérogative. Jamais il l'a utilisée. Bon, je suis quand même assez réservé, enfin circonspect sur le fait qu'on arrive à un résultat, mais c'est important que les Français envoient un signal sur la politique monétaire. Pourquoi un résultat? Parce que le bon taux de change de l'Europe, il est différent selon qu'on s'appelle la France, qu'on s'appelle l'Allemagne, qu'on s'appelle l'Italie ou que l'on s'appelle Malte. C'est absolument évident. Donc il n'y en a pas un bon, il y en a 27 bons, 17 bons, suivant le niveau de compétitivité réel du pays, voilà. Et donc suivant l'économie réelle. Et comme on n'a pas la même économie réelle, c'est quand même très compliqué de le trouver. Mais enfin, cela étant, je pense qu'il faut absolument maintenant, et ça va être crucial dans les années qui viennent, de poser cette question de la stabilisation du système monétaire international, si c'est possible. J'ai peur que ce soit un vœu pieux, puisqu'on est rentré dans une période sauvage de rapports de force. Juste Pierre Lequillet. Juste 2 secondes pour répondre, si je peux le faire, à Gilles Savary. C'est justement une question qui a été portée devant le G7 et devant le G20. Et M. Moscovici lui-même se réjouissait du fait qu'on avait pu ouvrir le débat au G7 et au G20. Et c'est pour ça que personnellement, je pense que c'est plus là le lieu de la discussion.
Alors, si je comprends bien, si je résume ce que je viens d'entendre, il me semble que le 4e point, on ne peut pas le rajouter, parce qu'il y a vraiment débat largement entre nous sur ce sujet-là. On l'a mis sur la table, et j'allais dire, si on a l'occasion d'en parler en plénière ou ailleurs, on aura l'occasion de le nommer. Voilà. Merci à vous d'être présents. Donc, on vote. Alors, qui est pour? Voilà. Qui s'abstient? Et qui est contre? Donc, il est adopté à l'unanimité puisqu'il y a seulement des abstentions. Merci à vous. Et merci à Razi et Arnaud, oui, parce que qui doit, voilà, c'est tout à fait. La température est en et je pense qu'Arnaud doit avoir quelques problèmes techniques liés à la neige, mais ça arrive, ça s'appelle le changement climatique.